aujourd'hui, la notion d'outil n'est pas vraiment un frein au déploiement du BIM, quel que soit le logiciel. Le vrai frein aujourd'hui, il est plutôt humain, c'est-à-dire la capacité de gérer des projets, d'échanger et de collaborer. Et souvent, les personnes ont tendance à confondre, à espérer tout du moins que la collaboration sur les projets se fasse au travers d'outils tels qu'une plateforme. Et il faut être constaté qu'il est nécessaire d'avoir des réflexes, on va dire ce que j'appelle le bon sens paysan, c'est de communiquer ensemble et de bien savoir qui fait quoi, quelles sont les responsabilités de chacun, etc. Donc globalement, l'humain est vraiment au cœur du sujet. Et particulièrement la formation également, puisque on a pu voir aussi que certains acteurs n'avaient pas forcément toutes les formations nécessaires pour pouvoir bien appréhender les sujets. Et donc, c'est très intéressant. Alors, je fais juste un petit parallèle rapide sur ce REX que vous allez entendre, qui est très intéressant, puisqu'il concerne un projet de logement et notamment une vision qui va aller jusqu'à l'exploitation-maintenance. C'est de voir en fait l'intérêt d'avoir tout un continuum de l'information depuis la programmation, la conception, la réalisation et l'exploitation-maintenance, et donc la nécessité impérieuse que chacun des acteurs puisse communiquer et échanger et bien comprendre ce qu'attend la personne avant lui et celle qui sera derrière lui. On est vraiment dans une logique de chaîne de continuité d'information. Et donc, l'aspect humain, une fois de plus, est primordial. Et particulièrement aussi la définition des objectifs et les attendus et les livrables qui devraient être fournis à la fin du projet. Donc, je laisse nos intervenants développer tout ça et je vous souhaite un bon RexBIM virtuel. Merci beaucoup, Julien. Et donc, en effet, on va parler de tous ces enjeux de continuité, d'objectifs, etc., qui sont censés pouvoir guider pour tous les acteurs le déroulement d'un processus BIM et le déroulement d'une opération. Eh bien, comme tu le disais, aujourd'hui, nous avons de la chance parce que nous avons pour ce REX 3 témoins qui vont témoigner sur une même opération, donc des regards croisés très riches. Tout d'abord, Philippe Jacquelin, chef de projet BIM et bâtiment durable chez Fibre Énergie Vie. Bonjour Philippe. Philippe, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter et le rôle que vous avez eu dans ce projet? Donc, je travaille pour une association qui fait de la recherche et développement dans le monde du bâtiment et des matériaux durables. Depuis 4 ans, je m'occupe de l'activité du numérique au sein du pôle et j'accompagne comme AMO BIM des promoteurs, des constructeurs, des maîtres d'ouvrage publics et privés sur des opérations neuves et de rénovation. C'est dans ce cadre-là que que j'accompagne toujours, Neolia et l'équipe de maîtrise d'œuvre sur la réalisation d'un projet neuf à Montboucan à Besançon. Donc, je fais en même temps l'AMO BIM et un petit peu le BIM management parce qu'il n'y a pas de BIM manager. Il n'y avait pas de BIM manager sur la phase conception. Donc, on apporte notre expertise. On accompagne à peu près une quinzaine d'opérations depuis maintenant 3-4 ans sur le domaine du BIM. D'accord, merci beaucoup Philippe. Je vais maintenant donner la parole à Émeric Bugnot, qui est responsable innovation chez Neolia, donc bailleur social et donc maître d'ouvrage de l'opération qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour Émeric. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, je me présente en quelques mots. Donc Émeric Bugnot, je suis responsable de l'innovation chez Neolia. Donc Neolia, enfin voilà, je parle plus du poste. Enfin, moi, je travaille de manière transversale au sein des différentes directions d'activité. Et dans le cadre de ce projet BIM, on est un petit peu au sein du pôle innovation en interne, l'instigateur, on va dire, le déclencheur de pouvoir lancer cette opération BIM au niveau de Besançon, dont on va vous expliquer en plus dans le détail. D'accord, et donc vous aurez à cœur de nous apporter la vision surtout stratégique et les enjeux du BIM d'un point de vue stratégique en tant que maître d'ouvrage, et on en parlera, on l'a évoqué, jusqu'à l'exploitation-maintenance. Enfin, je vous remercie aussi d'accueillir, entre guillemets, comme si on était dans une salle et que vous aviez à l'applaudir, François Scotto, donc, qui est architecte chez Archi.tech, donc maître d'œuvre de ce projet. Bonjour François. Bonjour, oui, donc je suis architecte salarié au sein de l'agence Archi.tech. C'est notre premier projet BIM. Et donc, c'est moi qui étais en charge de dessiner et en partie concevoir le projet. Très bien. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, juste une petite consigne pour toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Cette session se terminera par une phase de questions-réponses. Pour poser vos questions et on essaiera de traiter un maximum de questions pour y répondre, utilisez la fonction conversation de Zoom, le chat.
Donc, vous avez la possibilité d'intervenir directement. Et donc, nous allons récolter et recenser les principales questions et nous tenterons d'y répondre à la fin de la présentation. Voilà, donc utilisez bien l'onglet conversation de Zoom pour poser toutes vos questions. Nous ne pourrons pas vous donner la parole, ça se fera par chat et intervenant interposé. Voilà. Eh bien, je vous propose de commencer l'opération. Donc, nous allons présenter l'opération Montbousson. Et donc, qui de mieux que le maître d'ouvrage pour nous dire quelques mots déjà sur cette opération? Je vous laisse la parole, Émeric. Bon, bah, écoutez, cette opération donc, des Montboucons concerne, on va dire, voilà, la réalisation de 153 logements. Qui vont être scindés en deux tranches. Une tranche 1 qui va correspondre… Allô ? Câble pour les oreilles. Alors, excusez-moi, il faudrait, s'il vous plaît, aux autres personnes qui sont connectées, désactiver vos micros, s'il vous plaît, car en tout cas pour les personnes qui sont uniquement participants, vous ne pourrez pas prendre la parole et donc il est inutile d'activer vos micros. Ça nous permet aussi d'éviter les bruits de fond et les échos. Voilà, allez-y, Émeric, excusez-nous. Oui, je vous en prie. Donc voilà, donc le dossier, donc le fameux projet des Montboucons. Donc c'est un projet donc à Besançon, donc très très bien situé, près du campus universitaire de Besançon. Donc il consiste en la réalisation de 153 logements en deux tranches. Une tranche 1 sur laquelle nous avons travaillé actuellement avec une livraison prévue début premier trimestre 2022 et donc ensuite une deuxième tranche qui viendra suivre le projet. L'originalité de ce projet, c'est qu'il est vraiment multifacette, c'est-à-dire que nous sommes donc bailleur social, nous construisons des logements pour nos futurs locataires. Donc voilà, une partie des logements construits basculeront au niveau de la direction du patrimoine locatif. Sur ce programme également qui est mixte, nous aurons de l'accession groupée, donc voilà, qui sera accès donc à la vente pour nos futurs propriétaires. Nous avons également des terrains à bâtir parce que Neolia a la particularité d'être lotisseur, bâtisseur et constructeur de maisons individuelles. Et également, nous avons également au sein donc, de ce programme de la construction en PLSA qui permet à certains donc, locataires de pouvoir accéder à la propriété au bout de quelques mois de location avec des taux réduits, des taux de TVA réduits, donc des accessions à des logements bon marché tout en préservant bien évidemment la qualité et voilà, bien évidemment au niveau de la réglementation thermique en vigueur, il n'y a aucun souci. D'accord. Donc la complexité… Vous nous parliez des terrains, ce n'est pas anodin comme question sur cette opération. Oui, tout à fait. Donc, on a beaucoup de terrain à bâtir. Donc, voilà, avec le lotissement, enfin, voilà, nous avons mis en place donc, ces parcelles qui vont être à la commercialisation. Et la complexité du projet, c'est que nous avons vraiment un terrain qui est très, très vaste, avec une forte déclivité. Et donc, nous allons pouvoir assurer une variété, de préserver tout le côté environnemental, avec des jardins partagés. Nous allons également donc, préserver donc, cet environnement en y intégrant également des ruches. Donc voilà, ça va être vraiment un programme avec un panel vraiment intéressant pour être très agréable à y vivre avec toutes les commodités à proximité. Et un retour d'expérience très riche également. Alors évidemment, on va expliquer pourquoi le BIM, comment le BIM a été utilisé et est encore envisagé pour la suite du projet. Mais ce projet, c'est aussi une équipe projet. Donc, quelques mots peut-être sur votre entreprise et ensuite nous présenterons les autres parties prenantes du projet. D'accord. Donc, je vous remercie. Donc, Neolia, nous sommes donc une ESH, une entreprise sociale pour l'habitat. Nous avons donc 72 ans d'âge cette année. Donc, la création, donc, le siège est à Montbéliard, en plein milieu donc, du fief d'entreprise Peugeot. Donc, Neolia a été créé pour justement accueillir et donner un logement aux salariés de l'entreprise Peugeot. D'accord. Et vous intervenez donc sur les territoires Alsace et Franche-Comté. Voilà, nous intervenons sur les deux territoires que sont l'Alsace
et Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes une filiale du groupe Action Logement qui englobe environ 60-65 filiales identiques à la nôtre. Neolia, environ 28 000 logements et le groupe Action Logement, environ 1 million de logements à son actif. D'accord. Donc maintenant, on va parler, je vais laisser la parole à Philippe Jacquelin pour présenter le pôle Fibre Énergie Vie. Oui, donc comme je disais, une association qui travaille sur la thématique de la recherche et développement dans le monde du bâtiment et des matériaux durables. On a nos bureaux qui sont situés à Etkirch, au sud de Strasbourg. On a également des bureaux à Nancy. Notre territoire, c'est le Grand Est, mais on intervient aussi maintenant sur les Hauts-de-France et sur le Nord-Franche-Comté. Donc, une grosse activité autour du numérique et l'accompagnement de la transition numérique de l'ensemble de la filière. D'accord. Enfin, donc pour le maître d'œuvre, Françoise Coteau, vous disiez tout à l'heure, c'était la première opération de cette envergure en BIM. Hein. C'est tout à fait ça. Donc, l'agence Archipointé qui est située à Besançon, on est à peu près 14 personnes. C'est une agence qui a à peu près 30 ans. Et on s'est associé avec des équipes avec qui on travaille régulièrement et pour lesquelles c'était aussi la plupart un premier projet en BIM. Le Bellucci est beaucoup plus performant, mais c'était vraiment un départ pour tout le monde. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, allons-y. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, vous nous parliez des terrains et de la complexité du projet tout à l'heure, Émeric. Oui. Le plan qu'on voit là, donc du coup, nous permet de comprendre un peu la structure et la complexité du site. Voilà, tout à fait. Vous avez des bâtiments locatifs sur lequel, enfin, en haut à droite, sur lequel toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et le pôle, voilà, travaillons en BIM. Hein. Vous avez une reproductibilité de ces bâtiments qui seront voilà, à l'accession groupée et locatif, hein, 18 logements. Nous avons également de la particularité donc d'avoir des terrains à bâtir et donc de faire de l'accession groupée, des petites maisons individuelles avec un petit garage attenant et également donc de la production au niveau pareil de PSLA, donc de petits bâtiments, de petites maisons également mitoyennes. D'accord. Alors, Julien Mercier, dans son introduction, nous parlait évidemment de l'enjeu de définir dans une opération BIM les objectifs. Pourquoi avoir fait le choix, avoir pris cette décision, en tout cas dès le démarrage, de programmer, concevoir cette opération en BIM? Mais écoutez, initialement l'opération avait démarré donc de manière, on va dire, purement classique. Par contre, le fait d'appartenir à un groupe tel qu'Action Logement et voilà, nous au niveau de l'innovation, également donc voilà. Il a été discuté en interne, le fait de pouvoir évoluer rapidement, c'est plus une stratégie du groupe de pouvoir orienter nos projets voilà, innovants et de pouvoir les initier et d'expérimenter sur des vraiment projets voilà, de grande ampleur comme le BIM des Montmoucons. D'accord, très bien. Alors, donc, les avantages que vous souhaitiez en retirer, quels sont-ils? Mais écoutez, c'était vraiment le but de réaliser des bâtiments à fort caractéristiques énergétiques, hein, qui consomment très peu d'énergie et donc voilà, très peu chauffés, climatisés et également chauffés de manière avantageuse. Donc le BIM rentrait tout à fait voilà, au niveau de ses usages dans le fait de pouvoir très bien travailler en amont le projet et de définir de manière voilà, drastique, rentrer dans l'environnement de la RT 2012 en vigueur. Bon, nous sommes allés plus loin, mais… Est-ce que vous pouvez commenter les quelques enjeux qui sont présentés sur l'écran, qui sont présentés à l'écran? Donc, on voit des enjeux techniques, d'usage, opérationnel, juridique également. Oui, au niveau technique, si vous voulez, le but de collaborer ensemble sur un projet BIM permet donc de bien se poser au niveau de toutes les futures caractéristiques de ce projet et de pouvoir anticiper en amont, de fait de travailler bien en amont, les différentes modifications qui n'ont encore pas de conséquences financières de changements en cours de projet. L'avantage du BIM, c'est vraiment, si vous voulez, donc c'est vraiment gros travail en amont. On en expliquera après le but. Mais voilà, ça nous a permis nous, de limiter donc,
voilà, au niveau finance, des conséquences qui pouvaient être, on va dire, déplorables pour la suite de la réalisation de nos bâtiments. D'accord. Et donc, sur le plan opérationnel, les données, Voilà, au niveau de lutte les opérationnelle, quantités, etc., aussi avec des enjeux financiers, aussi en termes de performance, comment dire, de respect aussi des délais, c'est ça? tout à fait. Respect des délais, le fait également de pouvoir extraire des quantités donc au plus juste, va nous permettre, si vous voulez, de respecter vraiment dans les plus brefs, dans les plus grandes, voilà, au niveau des critères, de vraiment définir au plus juste voilà, nos différents quantitatifs pour pouvoir ensuite travailler avec le second œuvre et après optimiser au niveau de la gestion patrimoniale pardon, D'accord. qui Voilà. viendra Donc, en fait, exploiter oui, cette data. ces enjeux d'exploitation-maintenance, hein, de pilotage du patrimoine n'étaient pas envisagés au départ, hein, on l'a dit tout à l'heure, et on y reviendra après. Très bien. Concernant l'architecte, donc chez Archi.tech, pardon, et Philippe, vous interviendrez juste après, je pense, oui, c'est ça. Concernant Archi.tech, quels étaient les enjeux de mener cette opération en BIM? Peut-être aussi, comment vous avez abordé ça? Vous nous disiez tout à l'heure que c'était votre première opération de cette envergure en BIM. Ouais, François tout à fait. Scotto. Ouais, tout à fait. Donc, c'était à peu près dans les années 2017. On entendait autour de nous que le BIM commençait vraiment à se développer et que ça allait devenir vraiment obligatoire. Donc, en 2018, on a fait des formations. On était 4 à faire une formation BIM, Revit pour le coup, le logiciel Revit chez AutoCAD. Et suite à des différents échanges avec notamment Neolia, on a proposé au cours de la conception du projet de passer d'une manière traditionnelle à la volonté de faire un projet BIM. C'est-à-dire à l'origine, tout ce qui a été permis d'aménager et conception pure du projet, c'est fait de manière traditionnelle. Et quand on a vu qu'on pouvait répéter des bâtiments sur le site et qu'ils étaient relativement simples, on s'est dit, pour une première expérience, il serait intéressant de proposer le BIM à Neolia. Et en effet, Neolia était très, très engagé déjà sur cette volonté d'évoluer. Et donc, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'on est parti là-dessus. D'accord. Et ça a pu se faire avec l'ensemble de l'équipe projet initiale, Non, les bureaux non, d'études, non. etc. Qu'est-ce que Non. ça a impliqué, cette décision prise, entre guillemets, en cours de route? Eh ben, on a regardé, on a discuté avec nos partenaires et certains souhaitaient aussi évoluer. Donc, ils ont vite fait une formation, genre le BUT structure. Par contre, l'économiste qui n'était pas équipé et qui est, on va dire, pas très loin de la retraite, n'a pas insisté pour poursuivre, on va dire, l'aventure. Et du coup, on a fait appel à un BUT économiste spécialiste, on va dire, qui était vraiment engagé dans le BIM pour nous rejoindre. Le BUT Fluide, lui, était complètement depuis quelques années dans le BIM, donc au contraire, ça l'arrangeait. D'accord, très bien. Philippe Jacquelin, comment ça s'est passé? Vous êtes donc, vous l'aviez dit, donc AMO notamment, et vous avez aussi joué un peu le rôle de BIM manager sur ce projet. Expliquez-nous les étapes qui ont initié puis continué à faire vivre ce processus BIM. Déjà, l'avantage du projet, c'est qu'il était, l'ensemble des acteurs utilisaient Revit, hein, c'est vrai qu'on n'avait donc pas de problème d'interopérabilité. On n'a pas utilisé l'IFC pour les échanges entre les différents acteurs, ce qui est plus simple. Donc, on a travaillé en natif. On a proposé, on a démarré. Par contre, nous, on a proposé au maître d'ouvrage l'utilisation d'une visionneuse de maquette. Donc, on était parti à l'époque sur Teclab Insight. Nous, quand on a démarré le BIM, c'est une visionneuse gratuite Oui. qu'on a commencé à utiliser il y a quelques années. Et au cours du projet, on a basculé sur BIM Collab Zoom, qui est, je trouve, le nouvel outil
un outil, une visionneuse qui est tout à fait performante et également gratuite, même s'il y a une version payante. Donc, on a reformé le chef de projet de Neolia sur l'utilisation de BIM Collab Zoom, parce que nous, ce qui nous intéresse quand on accompagne également un maître d'ouvrage, c'est de le former au BIM, d'essayer de lui faire comprendre l'utilisation d'une visionneuse et d'essayer de le faire collaborer sur la partie BIM le plus possible dans le projet. Oui, donc votre rôle d'AMO, au-delà de l'accompagnement du projet sur sur la coordination de ce projet, c'est aussi, et Julien Mercier l'évoquait en introduction, l'enjeu d'aligner les compétences et de faciliter la prise en main et la compréhension des outils. Oui, tout à fait, et de faire monter la compétence sur le sujet à l'ensemble des acteurs. Donc nous, notre but, c'était on a mis en place une convention BIM, hein, c'est nous qui avons écrit la convention pour définir un petit peu le processus et l'organisation. On a mis en place à quoi ça sert cette convention? C'est un peu la feuille de route un petit peu partagée par l'ensemble des acteurs hein, sur ce projet, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est l'organisation qu'on met en place, qui fait quoi, comment, de quelle façon, comment on travaille, comment on échange. Donc, alors à l'époque, nous, on avait convention cahier des charges. Maintenant, on a scindé les deux, mais on a aussi défini un certain nombre de règles de nommage. On a également rajouté un certain nombre d'éléments sur la modélisation, les attendus de la modélisation. Voilà, donc on a bien mis en place tout ça au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre et on l'a expliqué. On a mis en place une plateforme d'échange. Donc, au départ, nous, on utilisait, alors, c'est pas vraiment une plateforme d'échange qu'on utilisait au départ. On avait la plateforme OnCloud. C'est plus une Dropbox améliorée. C'est pas suffisant hein, pour travailler en BIM. Depuis maintenant, nous, on a notre propre plateforme collaborative. Hein. C'est la plateforme d'Axon System, qui est une plateforme qui permet de travailler de manière un peu plus intelligente qu'une Dropbox, même si pour une Dropbox, c'est bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut basculer vers des plateformes type Croquis ou autres, voire même des solutions payantes qui sont beaucoup plus intéressantes. Qui sont vraiment dédiées et bien adaptées à la collaboration en BIM. Oui, tout à fait, qui permet de savoir où trouver l'information, la bonne information et d'historiser un certain nombre de choses. D'accord. Donc, une maquette, vous nous proposerez une petite visite virtuelle tout à l'heure. Petite maquette, donc formation des chefs de projet. Et donc, nous, on a mené l'analyse des maquettes en différentes phases, APS, APD Pro. Qui dit donc analyse maquette métier, hein, maquette architecte, donc conformité de la maquette architecte, conformité de la maquette structure, conformité de la maquette fluide, et également les différents clashs entre maquettes, puisqu'après on fait des clashs entre maquettes métiers. Donc nous on utilise Solibri Model Checker en interne, qui pour moi c'est une solution payante, mais moi je trouve que c'est la visionneuse de maquette qui est la plus performante du marché. Alors, on dirait on aurait pu utiliser Navisworks puisqu'on était en Revit. C'est peut-être plus simple, mais bon, nous, on est habitué à travailler avec Solibri Model Checker depuis maintenant un bout de temps. Donc, notre but, avec Solibri Model Checker, c'est de faire des clashes des maquettes, de fournir les BCF hein, en fichier zip qui permet ensuite aux différents acteurs de pouvoir les récupérer et de les intégrer dans leur logiciel. On ne l'a pas forcément utilisé sur ce projet-là, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Et donc, on a organisé les réunions de synthèse BIM avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour expliquer quels étaient les problèmes. Et voilà, après, à l'équipe de maîtrise d'œuvre et à l'architecte de prendre les bonnes décisions et de savoir qui fait quoi. Et donc, on a aussi une assistance hein, auprès des équipes. Alors, l'assistance, là, elle n'était pas sur les problèmes d'interopérabilité, elle était plus sur du Revit, modélisation Revit et les questionnements que pouvait se poser notamment l'architecte. C'est vrai qu'on n'avait pas la même maturité il y a 2 ans qu'aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines questions qui peuvent parfois pointues. On rentre sur des sujets qui sont parfois un peu compliqués. Donc, voilà, il a fallu essayer de trouver les bonnes réponses pour assister l'architecte. Voilà. On abordera justement les difficultés rencontrées dans un second temps avec vous. Donc, voilà, quelques éléments de modélisation. Oui, voilà, on montrait qu'on avait Revit 2019 avec la maquette archi, la maquette structure et une maquette fluide hein, qui comprend y compris l'électricité. D'accord. Donc, hop, on va tout de suite lancer justement cette petite visite virtuelle que vous nous avez proposée. Un tout petit instant, je vais appuyer sur le play. Et je vous demanderai, Philippe, si vous le voulez bien, d'apporter quelques commentaires sur cette maquette et telle qu'on va la découvrir, quels en sont les usages hein, dans le cadre du processus BIM et du suivi d'un tel projet. Donc voilà, c'est juste là, on a fait une petite démo avec BIM Collab Zoom sur. Oui, bonjour. Sur l'utilisation de. Oui. Donc là, on récupère les IFC de la maquette. Donc là, j'ai mis la maquette fluide et la maquette archi. Donc nous,
On forme le maître d'ouvrage justement à un premier niveau de contrôle sur la maquette. On voit que ça permet aussi de voir la déclivité du terrain. Oui, Vous parce avez qu'on avait modélisé aussi, ça. voilà, on avait le terrain également, donc ça permet de voir aussi la complexité. Hein. C'est pas fort. Je comprends que le projet était un petit peu complexe. Hein. Donc vous avez la maquette fluide aussi qui a été très bien modélisée par le BE Bulucy. En fin de compte, l'architecte et le BE Bulucy ont très bien modélisé les maquettes. Finalement, on a eu somme toute très peu de problèmes de modélisation par l'architecte et le bureau d'études fluides. Et éventuellement, le BE Structure aussi, dont c'était le premier projet, a plutôt bien travaillé. Donc, on apprend au maître d'ouvrage à appréhender une visionneuse de maquette 3D, ce qui est quand même relativement nouveau pour lui, à lui montrer un petit peu comment se passe la modélisation par étage. Ce qui est bien, ça c'est un premier check assez facile. Est-ce que la modélisation a été faite par étage? Ça permet aussi de vérifier un certain nombre de choses entre les cloisons, entre les murs, entre les dalles, essayer d'avoir un premier niveau de vérification. Donc nous, on aime bien ça. Voilà. Et donc, Donc là, je pense qu'on va voir une coupe, c'est ça? La manière dont vous utilisez les coupes? C'est dans quelques… Ouais, voilà, vous pouvez isoler des éléments. on peut isoler des éléments, on peut faire des coupes, on peut masquer. Alors, non, effectivement, les problèmes quand on est un chef de projet travaillant chez un bailleur social, en général, leurs compétences leur permettent de connaître où sont les problèmes. Et donc, en connaissance de cause, faire des coupes de manière très simple et tout de suite d'aller voir s'il y a déjà, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit évident qu'on peut voir avec la visionneuse de maquette. Sur ce Voilà, type de projet, là, on évite déjà beaucoup de clashs, on anticipe déjà beaucoup de clashs et on les évite de ce fait-là par rapport à une opération qui n'est pas menée en BIM. ben ça, c'est évident, oui. Après, je pense que Mm. vous pourrez parler avec M. Scotto sur le sujet, mais il y a effectivement, en amont, la visualisation 3D nous permet d'être beaucoup plus efficace sur la détection des clashs. Voilà. D'accord. Émeric Mignot, je vous donne la parole. Les éléments, les niveaux de détail qu'on voit sur les fluides, la structure, sont des éléments qui ont peut-être aussi été de nature à vous encourager, on en parlera tout à l'heure, à poursuivre en exé et jusqu'à demain l'exploitation maintenance, parce qu'avec une telle maquette, si je comprends bien, on peut aller au détail près, à l'élément près pour identifier les champs et les volets d'intervention de manière assez précise pour chaque corps de métier. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'extraction va nous permettre d'extraire donc des métriques précis pour les entreprises, nos sous-traitants qui travaillent pour nous au niveau de la maintenance au sein de notre patrimoine locatif. Également, vous avez pu le constater sur la maquette, les chaudières sont également donc identifiées. Donc, ce sont vraiment des éléments qui constituent vraiment notre base patrimoniale et qui vont nous permettre d'anticiper, de pouvoir également, dans un futur plus ou moins proche, de faire de la maintenance prédictive avec ces outils très précis. Très bien. Nous aurons une nomenclature avec le DOE numérique qui sera remis à la fin au niveau de ces maquettes, qui va nous permettre, donc nous allons le faire vivre, et donc cela va nous permettre d'avoir vraiment tous les éléments référencés. Après, voilà. Je voulais vous faire rebondir sur la partie exploitation-maintenance de manière un peu anticipée pour qu'on comprenne bien l'usage de cette maquette. Je vous propose peut-être de revenir sur ces points plus dans le détail tout à l'heure en termes d'exploitation-maintenance. Oui. Et là, je vais demander donc du coup voilà, justement, sur cette première phase et peut-être sur les suivantes, quels ont été les points positifs constatés sur le papier, j'ai envie de dire, le BIM, c'est toujours prometteur en termes d'anticipation des clashs, en termes de collaboration entre les acteurs, en termes de perspective d'exploitation-maintenance. Concrètement, quels ont été les avantages constatés et quels seront aussi, on le verra après, les difficultés rencontrées? Donc, les avantages, vraiment les points positifs, c'est vrai que nous avons vraiment trouvé une équipe de maîtrise d'œuvre très motivée. Initialement, comme l'évoquait M. Scotto, le projet avait été initié de manière classique. Donc ensuite, de par leurs conseils et également de notre côté, en voyant ce qui se passe un petit peu au niveau d'Action Logement, nous nous sommes mis autour de la table pour définir et mettre en place une équipe de maîtrise d'œuvre motivée. Également donc avec une assistance à maîtrise d'ouvrage du pôle Fibre Énergie Vie qui nous a accompagnés de manière très utile. Nous n'avions pas les compétences en interne pour pouvoir assurer ce suivi. Donc si vous voulez, c'est vraiment toute cette mayonnaise
qui a pris donc de manière très importante. Donc après, voilà, sans parler de coûts dans la globalité, mais c'est vrai que la motivation était là pour vraiment se lancer dans vraiment ce projet vraiment innovant pour tout le monde. D'accord. Et le fait que la décision de mener ça en BIM a été prise en cours de route, vous vous attendiez peut-être à ce que ça impacte fortement la chronologie, la temporalité du projet. Et d'après Oui, ce que je lis à l'écran, ça n'a pas été le cas, enfin, ça n'a pas été le cas de manière très significative. non, de toute façon, nous n'avons pas déploré d'allongement au niveau des D'accord. délais qu'avait annoncé donc l'équipe du développement, au niveau des impératifs. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous avons des impératifs au niveau donc, du groupe Action Logement par rapport aux demandes d'agrément de nos logements. Donc, c'est vrai que tout le monde a navigué, on va dire, à bord du même navire. Donc, l'avancement s'est passé vraiment de très, très belle manière. Donc, tout le monde est vraiment enchanté de la manière dont ça s'est produit. Donc après, voilà, il a vraiment fallu se mettre, bien évidemment, vu que c'est une autre approche au niveau du travail collaboratif avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre pour nous concevoir ces 3 maquettes que vous avez pu voir. Donc c'est vraiment un travail en amont important et il y a vraiment eu un suivi on va dire, voilà, très poussé de l'équipe et des compétences du pôle. Ouais, ça a été un bon outil, si je résume, un peu de médiation et de suivi d'avancement du projet. Tout à fait. Concernant l'architecte, la maîtrise d'œuvre, je vais m'adresser à François Scotto. Quels sont les points positifs que vous avez retirés, je le rappelle, de cette première opération pour vous en BIM? C'est ce que vous avez commencé avec eux au tout départ, c'est-à-dire beaucoup plus d'échanges avec les BUT. En temps C'est-à-dire, normal, que sur une opération classique, c'est ça? exactement. En fait, bon, on n'était pas à un niveau, on va dire, supérieur par rapport à la conception du BIM. C'est-à-dire, on concevait la maquette archi, on la mettait sur la plateforme et les BUT venaient travailler dessus. Alors que si on était dans un niveau supérieur, on travaillerait tous en même temps. Donc là, pour me soulager un petit peu, que je puisse travailler sereinement, on avait décidé que je fasse ma maquette et que tout de suite, je la mettais le plus rapidement possible sur le OnCloud pour que les équipes travaillent dessus. Et j'avais, avec Bellucci et la structure, tout de suite des interrogations ou des réponses par rapport à des passages de poutres au niveau des gaines, les petits détails qui nous posent de gros soucis au niveau des chantiers, on le visualise directement avec le BIM. Des avantages aussi en termes de communication et de coordination avec Neolia? Tout à fait. Du coup, vu qu'on était tout en informatique, on pouvait pareil, plus rapidement s'échanger des informations, leur fournir des visuels 3D pour pouvoir communiquer avec les services commerciaux. Donc, c'était d'autant plus rapide, on va dire, de communiquer, sachant que pour moi, c'était un travail complètement différent, ce qu'on verra après. Oui, en rappelant que les équipes commerciales sont très attachées, dans le cadre de leur plan de commercialisation, à suivre précisément le bon avancement et le respect des délais de livraison pour pouvoir coordonner aussi leurs informations auprès de leurs clients, leurs prospects, des locataires et aussi vis-à-vis des équipes de gestion locative ensuite qui attendent la livraison des logements pour pouvoir les proposer aux locataires. Donc, en BIM conception, donc, dans un premier temps, globalement, ce que vous nous dites, c'est que ça s'est bien passé. Tout à fait. Donc, c'était l'avantage d'être tous en Revit. Il y avait un défaut, c'est que quand il y en a un passait dans une nouvelle version, il fallait que tout le monde suive. Oui. Bon, on n'avait pas le choix. Mais du coup, c'était d'autant plus simple qu'on avait tous la même base pour travailler. Oui, pour rappel, alors peut-être, je vais peut-être m'adresser, alors soit vous pouvez me répondre, ou soit peut-être Philippe Jacquelin. La différence entre piloter et mener ce type de projet en format natif, hein, et le piloter plutôt en échange de format IFC, quels avantages, inconvénients entre les deux types de formats? L'avantage, c'est vrai, quand on travaille en full Revit, c'est relativement simple puisque les échanges se font directement en natif.
Ce qui est relativement rare. Hein. Nous, au niveau des projets, je crois qu'on doit en avoir 2 en full Revit, mais sinon, la plupart du temps, on est obligé de travailler par l'IFC parce que notamment les architectes utilisent majoritairement, en tout cas sur notre territoire, utilisent majoritairement Archicad. Et les bureaux structures sont plutôt sur Allplan ou des teclas structure, voire même du CADWork pour la structure bois. Aujourd'hui, je dirais l'IFC, ça marche. Les échanges en IFC, ça marche bien. Pour visionner des IFC entre logiciels, ça marche bien. Donc, on n'a pas de marrant, il n'y a pas trop de problèmes. Mais c'est sûr qu'en travaillant en full Revit et en natif, c'est très simple. Mais l'IFC, ce n'est pas un format, entre guillemets, évolutif autour duquel on peut dialoguer, faire de l'évolution en direct. C'est bien ça. Il s'agit plus de photographie. C'est ça un peu Si vous voulez, si vous faites un essai, vous prenez une maquette Archicad, vous faites un export IFC, vous l'intégrez dans du Revit, vous regarderez ce que ça donne. Ça donne une catastrophe et vice-versa. Donc l'IFC est bon pour visionner, mais n'est pas bon, n'est pas un véritable logiciel. C'est pas pour moi un format clair sur l'interopérabilité. D'accord. Donc, on peut envisager, peut-être pas sur cette opération-là, parce que ça n'a pas été le cas, que sur d'autres opérations, et là, on est aussi là pour prendre un peu de hauteur, hein, avec toutes les personnes qui sont connectées, on peut envisager des difficultés en termes d'interopérabilité si les formats et les solutions ne sont pas les mêmes d'un intervenant à l'autre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, l'IFC marche bien en termes d'échange, en termes de visionnerie, en termes de… Si vous importez une maquette IFC dans un logiciel tiers, vous le visionnez correctement, il n'y a pas de souci. Mais ça reste une maquette d'appui. Vous ne pouvez pas le transformer dans un logiciel, dans votre logiciel natif à vous. Ça ne marche pas. D'accord, très bien. Mais aujourd'hui, les projets en BIM, en IFC marchent très bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Si la maquette est bien modélisée, si les exports IFC sont bien respectés, ça marche. D'accord, très bien. Oui, donc comme le disait Julien, aujourd'hui, les enjeux, en tout cas les difficultés, sont moins d'ordre technique que organisationnel ou collaborative, humaine, etc. D'accord. Oui. Les points de vigilance que vous avez pu en retirer, Aymeric, pour Neolia. Donc écoutez, voilà, le point de vigilance, c'est que c'est vrai que c'était un premier, on essayait d'essuyer, on essuie un petit peu les plâtres, entre guillemets, si je peux me permettre. Vu que c'est un premier projet pour toute l'équipe de la maîtrise d'œuvre et également nous au sein de Neolia. Donc voilà, le but c'était d'éviter un peu de fébrilité également. Donc c'est normal au niveau des échanges, mais le fait, encore une fois, je me permets d'insister, d'avoir pu être bien épaulé avec cet AMO nous a permis donc de continuer et de travailler tous de manière sereine. Hein. Enfin, voilà, moi je me fais le porte-parole de l'équipe du développement qui est en charge de ce projet. Donc écoutez, c'est vrai que la complexité, elle était vraiment de trouver, de définir une équipe autour de la table vraiment motivée. Donc la complexité, c'est comme l'expliquait également M. Scotto, c'est qu'au niveau de l'économiste, voilà, l'économiste était une personne proche de la retraite avec une personne au sein de son équipe qui connaissait le BIM, qui a quitté la société. Donc voilà, c'est un petit point de vigilance que voilà, même nous en tant que maître d'ouvrage, voilà, il fallait s'affranchir de toute cette partie-là pour pouvoir, si vous voulez, partir de manière sereine. Mais voilà, d'autant que vous n'aviez pas, si j'ai bien compris, anticipé au démarrage du projet, le fait que le BIM aurait une telle importance. Voilà, tout à fait. Vu qu'en plus, initialement, il était parti de manière classique, donc de manière classique, qui dit pas forcément modélisation en 3D. Donc, c'est pour cela qu'il a fallu vraiment voilà, à toute cette équipe de maîtrise d'œuvre, de mettre les bouchées doubles, d'être vraiment motivé. C'est vraiment, c'est vraiment un point vraiment important. D'accord. De votre point de vue, François Scotto, donc, les points de vigilance que vous avez pu rencontrer sur ce projet, ce premier projet BIM pour Archi.tech. C'est des choses assez basiques. Tout d'abord, il faudrait qu'on ait la fibre, ce qui ne saurait tarder à l'agence. Des limites techniques. Voilà. Parce que vu qu'on communique énormément et qu'on transfère des grosses charges de données qui font en général plus de 1 giga, 2 gigas, quand on est en simple flux comme on a actuellement, on perd énormément de temps. Après, j'avais mis pas de gain par rapport au premier projet, c'est parce que on apprend le logiciel en dessinant,
Et en plus, on a fait 6 maquettes. Bon, à chaque fois, elles étaient doublées, mais on a quand même fait 6 maquettes pour un premier essai. Donc, c'était assez lourd à porter. Et donc, on a appris énormément d'informations et c'était vraiment très intéressant. Finalement, vous avez appris sur le tas. Donc, on l'a compris aussi avec un accompagnement de Philippe Jacquelin. Vous avez dû aussi adapter vos compétences en vous formant spécifiquement au logiciel ou ça s'est vraiment fait progressivement? Donc, j'avais eu une formation d'une semaine où on avait vraiment appris le logiciel. Et après, on a eu énormément d'échanges pour, on va dire, améliorer le rendu des maquettes, tout ce qui est transfert de données et du paramétrage. Beaucoup de paramétrage pour l'économiste. D'accord. Vous parliez de la fibre, mais d'après ce que je vois à l'écran, vous avez aussi dû adapter votre matériel, c'est bien ça? Oui, parce que c'est très demandeur de ressources. Donc, mon petit PC qui avait déjà 5-6 ans, il était complètement obsolète. Donc, on s'est vraiment mis à jour avec un double écran. Avec l'avantage du BIM, on a la maquette 3D, on se met la maquette 3D sur un côté et on travaille sur les coupes et les plans directement sur l'autre écran. Et on voit tout de suite sur quoi on travaille. D'accord. Ce qui fait partie des intérêts du BIM. Globalement, est-ce que vous êtes en mesure, peut-être pas, mais c'est un des freins qui est exprimé aussi par les professionnels qui hésitent soit à se lancer, soit à développer le BIM. Il y a le problème des moyens, des ressources financières. Se former, déjà avoir un logiciel comme par exemple Revit ou d'autres, s'y former, adapter son matériel, etc. Vous avez chiffré un petit peu ce que ça a pu vous coûter? Il faudrait demander à mes boss. D'accord. Je suis désolé. Non, mais c'était pas prévu cette question. Salarié. Mais... D'accord, ça marche. Ok, en tout cas, ça veut dire que vous n'avez pas dû négocier apparemment. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Ah de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Ouais, d'accord. Vous parlez de la phase APD. Arnaud, juste il faut compter environ 10 000 € par personne. Par poste et par personne, d'accord. Par poste et par personne. D'accord, merci pour cet éclairage, Philippe. Voilà, on a la réponse. Et donc, la phase APD, expliquez-nous en quoi il faut qu'elle soit plus importante que la phase pro. Parce que ça, c'est notre approche qu'on a habituellement. On développe la phase APD traditionnellement où on chiffre globalement le projet. Et en pro, on rentre vraiment dans tout ce qui est détail. Sauf que maintenant, avec la maquette BIM, on peut tout de suite, dès la phase APD, vu qu'on interagit directement avec la structure en 3D et avec les BUT fluides, on voit immédiatement les soucis de conception. Donc, en 2D, on va dire, c'est pas qu'on met de côté pour la phase pro, mais on ne voit pas immédiatement tous ces petits points de détail. Donc, on anticipe dès la phase APD du travail que l'on devrait réaliser en phase pro. Donc, vous disiez, avec le BIM, on peut anticiper davantage de choses. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que finalement, on doit, pour que le projet se passe bien, anticiper toutes ces choses plus en amont en phase APD? Ça va devenir une obligation, en effet. Oui. Donc, et concernant l'équipe conception, ça s'est bien passé? Pour le coup, oui, on était assez satisfait de ce qu'on a réalisé. Après, c'est vrai que c'était une petite bagarre pour qu'on soit tous au même niveau parce que, comme je vous disais, le BUT structure, lui, était vraiment très en retard. Il n'avait pas eu de formation. Donc, c'est nous qui avons dû l'aider à utiliser le logiciel. Mais c'était vraiment très intéressant. D'accord. Donc, au-delà de la collaboration, vous avez aussi su faire preuve de solidarité autour du projet. Exactement. D'accord. Une précision peut-être pas tout de suite, Philippe, sur ce qui vient d'être dit. Dites-nous, intervenez comme vous avez une vision très transversale sur le projet. Si ce n'est pas tout de suite, on continue. On continue. OK, ça marche. Donc, retour d'expérience globalement aujourd'hui, à ce stade du projet, si vous deviez nous dresser les principaux enseignements, Émeric, pour Neolia.
Donc écoutez, c'est vrai que nous, c'est un projet premier BIM, un projet premier, voilà, premier projet BIM en conception. Donc voilà, pour nous, hein, donc c'est vrai que voilà, le retour en toute honnêteté, il est vraiment positif. Ma direction également donc, est vraiment enchantée au niveau du développement pour cette première phase au niveau conception. Donc nous avons lancé notre premier appel d'offres, on va dire full BIM, il y a quelques mois en arrière. Donc voilà, pour la partie exé. Donc c'est vrai que voilà, la difficulté, la complexité au jour d'aujourd'hui, c'est que vu que la maquette a été définie de telle manière qu'il y a très peu, enfin, il y aura très peu de monde qui va pouvoir y répondre, si ce n'est qu'une entreprise générale, quoi. Avec une particularité, c'est vrai qu'au niveau de la définition du cahier des charges, pour prendre la suite de l'équipe du pôle, hein, au niveau de l'AMO, il va falloir vraiment intégrer un BIM manager que nous, en interne, voilà, nous n'avons pas. Donc après, l'originalité aussi, voilà, comme nous l'évoquions à plusieurs reprises, c'est d'aller vers la partie exploitation. Hein. Donc voilà, d'obtenir vraiment un DOE numérique et pouvoir exploiter ces maquettes en phase gestion. Donc on a des outils métiers qui sont, voilà, que nous utilisons au jour d'aujourd'hui, hein, bien évidemment. Donc voilà, des passerelles existent, se développent de plus en plus et à très très court terme, nous allons pouvoir exploiter cette data de manière concrète. Et donc, pour poursuivre sur le projet, donc voilà, là, on évoquait la tranche 1. La tranche 2, voilà, j'ai la confirmation également qu'elle se fera en BIM. Donc voilà, c'est de très bonne augure pour pouvoir poursuivre notre collaboration avec l'équipe. Je réagis juste finalement, si vous devez, et ça sera le cas si je comprends bien, parce que c'est plutôt une réussite, lancer de nouveaux projets en BIM à l'avenir, Oui. La précision des objectifs et des enjeux et des attentes du maître d'ouvrage que vous êtes en matière d'exploitation-maintenance, seront-ils davantage précisés dès l'origine du projet dans le cahier des charges, la convention? Oui, certainement. Certainement. Là, comme on l'évoquait, c'était vraiment un premier projet. Donc après, enfin, voilà, on est vraiment dans un objectif au niveau nous, d'Action Logement et du groupe, donc de numériser voilà, au niveau de la data, hein, cette transition numérique. Donc, c'est vrai que nous allons être de plus en plus précis vers où nous souhaitons aller. Nous n'avons pas besoin au jour d'aujourd'hui de savoir la marque, je schématise, d'une poignée de porte, pourvu que nous ayons dans les grandes lignes voilà, les produits que nous avons en maintenance, hein, que sont notamment les chaudières, démétrés au niveau des sols souples. Donc, voilà, au niveau il faut savoir le degré d'exigence jusqu'où nous souhaitons aller. Donc, nous allons affiner dans les prochains projets. Ça nous permet, nous, de monter en compétences également et de pouvoir, c'est vrai que, voilà, de pouvoir… J'ai envie de dire aussi accompagner la filière dans la prise en compte de tous ces enjeux. OK, oui, merci. J'avance, hein, je me permets parce qu'on a beaucoup de questions, donc beaucoup d'intérêt pour votre témoignage. François Scotto, votre retour d'expérience globalement? Alors, comment dire, c'est pas mitigé, c'est-à-dire c'est une approche complètement différente du rôle de l'architecte. Donc moi, j'ai vraiment une formation d'architecte DPLG, et c'est vrai que quand on me pose la question, il faut faire du BIM dès le départ, dès la conception, j'ai énormément de mal. Je vois tout à fait l'intérêt du BIM pour les phases APD Pro, et j'ai totalement adhéré à ça. Autant la conception, je ne sais pas si c'est parce qu'il me faudrait une deuxième formation, voire troisième, pour voir plus le logiciel, les capacités, mais je ne suis pas capable de concevoir à partir du BIM. Mais donc là, ce qu'on a fait actuellement, ça me convient parfaitement. D'accord. Après, de toute façon, on l'a déjà dit par rapport on a tous travaillé en Revit puis avec les BET. Donc, en fait, on était tous en Revit parce qu'à la base, on travaille tous en AutoCAD traditionnel. Donc, on est tous passés avec le même logiciel sur le Revit, ce qui a favorisé, on va dire, nos échanges et nos capacités à pouvoir travailler ensemble. Donc, non, c'était très, très, très intéressant. Et du coup, le prochain projet du BIM également. C'est une demande. Là, on est en cours pour une réhabilitation.
Mais là, Ouais. on met beaucoup de conditions au maître d'ouvrage, qui est Neolia. Mhm. Et, donc, je pense que ça se fera dans un deuxième temps. D'accord, d'accord, très bien. Euh, alors, synthèse du retour d'expérience, encore une fois, hein, je m'adresse à vous, Émeric, et Philippe, n'hésitez Oui. pas à venir compléter, à intervenir. Donc, qu'est-ce que vous en avez retiré finalement aussi en interne, hein, si je vois bien, Émeric? Ah ben écoutez, nous en interne, bon, c'est vrai que voilà, nous le but c'est de monter en compétences hein, au sein de nos équipes Neolia. Nous avons des équipes du développement et du patrimoine. Donc en interne, il a été décidé donc de poursuivre, de poursuivre l'aventure en BIM, pas forcément sur toutes les opérations, mais nous allons regarder de plus près sur un patrimoine existant pour pouvoir Mhm. le numériser et pouvoir Mhm. justement avoir un projet en parallèle par rapport à une opération de l'ampleur des démos-boucons pour pouvoir voilà, exploiter la data peut-être plus rapidement par rapport à une Mhm. maquette sur un patrimoine existant. Donc le Mhm. but également, nous en interne, c'est de suivre des formations par rapport aux différents chefs de projet. Et donc le fait que j'évoquais en préambule que nous soyons présents sur différents territoires, nous allons également lancer d'autres projets BIM, mais pas systématiquement. Vous êtes en capacité d'identifier dans quelle zone, sur quel territoire. Ça va Ah, peut-être intéresser des personnes connectées, des entreprises voilà, qui oui, seraient écoutez, prêtes nous avons éventuellement. un projet voilà, en Alsace, hein, Ouais. et donc également donc, du côté de Montbéliard concernant la partie réhabilitation. D'accord. Alors évidemment, dans l'activité d'un bailleur hein, qui doit gérer son patrimoine, la réhabilitation, ça représente un poids et on va dire des enjeux énormes. Donc Oui, demain également, des enjeux sur la réhab. oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui. C'est le but du BIM également. Donc, ce sera de numériser une partie de notre patrimoine hein, de manière, on va dire, peut-être plus synthétique, de ne pas aller dans un détail de définition, parce que nous n'avons pas non plus toute la partie fluide, mais déjà d'avoir une enveloppe avec, voilà, pour pouvoir obtenir des métrés, ça va simplifier, si vous voulez, le travail Mhm. au niveau de l'économiste pour pouvoir lancer nos réhabilitations, lancer Mhm. donc nos appels d'offres voilà, en lots séparés. D'accord, Ça pourrait être un avantage voilà, certain avec cette d'accord, exploitation derrière au niveau de nos équipes de patrimoine. d'accord. Françoise Coteau, vous disiez ça, vous faites plus votre métier comme avant, hein, c'est ça, et vous avez identifié des marges de progrès. Exactement. Là, on est dans une période charnière où est-ce qu'on part sur du BIM total ou est-ce qu'on continue à répondre le plus rapidement, le plus traditionnellement aux appels d'offres qui continuent à ne pas être en BIM, en tout cas sur notre secteur de Franche-Comté, même si on travaille aussi en Alsace. C'est vrai on a très peu de demandes de BIM à l'heure actuelle. Mhm. Mais Donc, on reste très intéressé par le BIM. d'accord. Euh, Peut-être avant de passer aux questions-réponses qui sont assez nombreuses, et là je m'adresse à vous trois, et peut-être en commençant par vous, Philippe, qui accompagnez pas mal de projets de cette nature. On parlait de la réhabilitation qui va représenter un volume d'activité important. Aussi, pour un maître d'œuvre, il est important de pouvoir identifier des acteurs qui seront en mesure aussi sur la phase exé, sur la phase aussi ensuite, dans la phase pilotage projet, d'identifier des acteurs qui seront peut-être aussi des futurs intervenants sur le patrimoine. Vous estimez qu'aujourd'hui, la filière est mûre et est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises aujourd'hui, jusqu'aux entreprises artisanales, hein, qui sont nombreuses à intervenir sur ce type de patrimoine. Est-ce que ces entreprises-là aujourd'hui sont mûres, prêtes, ou est-ce qu'il y a encore de forts enjeux d'accompagnement, de montée en compétences pour pouvoir répondre à la demande qui s'accélère? Philippe. Je dirais qu'aujourd'hui, la filière n'est pas encore prête hein, sur la partie chantier, hein, que ce soit en neuf ou en réhabilitation. Effectivement, il y a un gros travail actuel d'accompagnement de la filière pour la faire monter en puissance et en compétences. Parce que effectivement, on n'a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui capables de répondre en BIM, à part les entreprises générales. Et voilà, quand on travaille encore d'états séparés, c'est pas forcément très évident de trouver
les entreprises qui pourront mettre à jour la maquette. Donc, effectivement, là, il y a un gros travail à faire d'accompagnement de nos entreprises. Surtout que l'intérêt aussi, quand on fait un projet, c'est de faire travailler les entreprises locales au plus près des projets. Voilà, donc là, nous c'est partie aussi de nos missions avec les organisations professionnelles de les aider à se structurer et être capable à répondre à ces futurs défis. Mais pour l'instant, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas du tout. D'accord, d'accord. On va passer maintenant, merci, à la partie questions-réponses. Et il y en a beaucoup. Et là, on va repasser en visio, comme ça, on pourra vous identifier quand vous intervenez. Alors, je vais prendre dans l'ordre des questions telles qu'elles sont arrivées. On va se laisser une dizaine de minutes. On va essayer d'être efficace pour essayer de ne pas trop déborder. Une première question qui nous a été posée par Alexandre. Dans le cadre de l'aménagement du terrain, avez-vous mis en œuvre de l'AEU2? Alors là, je ne sais pas de quoi il s'agit, de l'ADEME. Et je pense que vous avez aussi accès, si vous voulez lire les questions, vous y avez accès dans l'onglet conversation, dans la petite bulle. Qui peut répondre à cette question? Alors, l'AEU2. je ne suis pas. Non, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Bon, écoutez, un clash, on va dire voilà, un clash. On a le droit à 3 clashs, maximum sur nos échanges. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que dans le cadre de la restitution, est-ce que la personne qui nous a précisé à AEU2 peut remettre peut-être dans le fil de conversation qu'on comprendra ensuite la signification et peut-être nous vulgariser cette approche qui est liée à l'ADEME. Donc, je pense notamment aux enjeux de transition énergétique. Mais voilà, on va passer à la question suivante. Quel est le delta entre l'EFP et le budget dépensé? Avez-vous mené une réflexion en coût global pour déterminer des économies réalisables? Alors, est-ce que au niveau de la maîtrise d'ouvrage ou au niveau de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la notion de rentabilité, d'évaluation des coûts, des gains, pas uniquement en termes de productivité et de délai, a été envisagée? Non. C'est quelque chose que vous envisagez Est-ce que c'est réaliste déjà à ce stade aujourd'hui par rapport à l'avancée du BIM? Et si ça n'est pas le cas aujourd'hui, on suppose que ça le sera demain. Vous envisagez que cette approche, entre guillemets, asset management, vision long terme de la rentabilité, notamment liée à l'exploitation maintenance aussi, c'est quelque chose qui va se développer dans quelle échelle de temps selon vous? C'est un peu prospectiviste comme question, mais… Vous avez déjà vu ce type d'approche? On vous a déjà posé ces questions? Non. Émeric, est-ce qu'au niveau de la maîtrise d'ouvrage, vous estimez que demain, vos dirigeants, les financiers, etc., parce que l'équilibre économique d'une opération de logement social, ça fait partie des enjeux pour pouvoir proposer des produits accessibles. Est-ce que ces enjeux demain vont monter en puissance selon vous? Très certainement. Alors après, dans quelle mesure, ni au niveau dans le temps, je serais incapable de vous répondre, mais c'est vrai que c'est une démarche, bien évidemment, les projets sont ficelés, tout est très tendu, on va dire, donc oui, bien évidemment, on va s'y atteler très prochainement. D'accord. Donc en tout cas, premier niveau de réponse qu'on peut apporter, aujourd'hui, la notion de rentabilité, coût global n'a pas été. Alors, je le précise juste pour les personnes qui sont connectées, on aura une étape du Rexbim Tour en Normandie, à Rouen, qui va se dérouler en décembre. Je vous présenterai le programme où justement le sujet de la table ronde, ça sera justement cette notion de coût global. Voilà, donc je fais juste le lien, je rebondis là-dessus. Quel était le profil des personnes formés au BIM? On a à peu près répondu à cette question, mais on peut peut-être le rappeler très rapidement. Peut-être en interne chez Neolia et puis au niveau de l'équipe globale de maîtrise d'œuvre. En interne chez Neolia, la formation d'un chef de projet qui a suivi depuis le début. Donc c'est l'équipe du développement qui est en charge de ce projet, qui a été la première formée aux outils et au BIM, visionner la maquette d'après les viewers. Équipé également d'un PC pour pouvoir justement visualiser sur la plateforme, assister aux différentes réunions de synthèse et d'évolution pour pouvoir communiquer avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc dans les grandes lignes, c'est vraiment l'équipe en charge du projet. Philippe, vous avez été amené à former qui
très rapidement, globalement? On a surtout formé les chefs de projet Neolia Mhm. sur une petite approche sur le BIM, sur également l'utilisation de la visionneuse. D'accord. Une nouvelle question, on reste avec Émeric. Dans le cadre de l'appartenance de Neolia au groupe Action Logement, est-ce que vous avez eu une convention BIM imposée, entre guillemets mutualisée à l'échelle nationale, ou est-ce qu'il est envisagé demain d'imposer Revit ou une autre solution pour tous, du fait de ce premier retour d'expérience? Donc, actuellement, un groupe de travail a été mis en place au sein d'Action Logement sur lequel nous travaillons justement pour avoir une charte commune et également donc, un cahier des charges, pas forcément commun, mais qui va s'adapter suivant le tissu sur lequel vous allez implanter votre futur projet. Mais oui, nous travaillons avec Action Logement sur le sujet. Bon, à ceci près, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons encore toute liberté de pouvoir choisir et de pouvoir orienter nos choix en fonction de nos contraintes à nous territoriales. Je rappelle aussi qu'en tant que bailleur social, vous êtes membre de l'Union sociale pour l'habitat qui regroupe tous les bailleurs sociaux de France. Tous les bailleurs, tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi une démarche, quelque part, une stratégie d'accompagnement des bailleurs sociaux à l'échelle de l'USH sur ce sujet? Au niveau de l'USH, le degré de maturité au niveau du BIM n'est pas le même. Vous avez des bailleurs qui sont très très en avance, d'autres qui sont très très en retard. Vous avez une disparité au niveau des projets. Mais bon, voilà, au jour d'aujourd'hui, par rapport au BIM, nous, la première expérience au sein de Neolia, il est temps de s'y engouffrer, même au niveau de l'équipe de maîtrise d'œuvre, par rapport au fait d'appartenir et d'assister régulièrement à des instances au sein de l'USH. C'est vrai qu'il est temps de s'y engouffrer. D'accord. Bon, vous avez déjà un premier retour d'expérience que vous pourrez éventuellement partager également au sein de l'USH. Voilà, la parenthèse est fermée. Quel est le niveau, on nous demande quel est le niveau de détail sélectionné pour concevoir la maquette et tous ces éléments? Là, on était plutôt en niveau de détail 300 Pro DCE. D'accord. Ça veut dire quoi, le niveau de détail 300? C'est compliqué à expliquer. Excusez-moi, je suis néophyte et peut-être que d'autres personnes sont… Vous avez un niveau de détail qui correspond à un certain niveau de modélisation et un certain niveau d'information qu'on a défini dans la convention. Alors, nous, on utilise un document qu'on a standardisé en interne pour définir tout ça. Expliquer en deux mots, ça risque d'être un peu compliqué, mais généralement, on a dans la maquette, à la phase Pro DCE, les principaux équipements qui sont modélisés soit en boîte enveloppante, soit de manière générique, et un niveau d'information qui correspond à type, dimension, matériaux et quelques autres informations. Voilà à peu près comment on pourrait traduire un lot 300. Et c'est surtout pour moi, de ce que j'ai vu, c'était surtout du paramétrage où, par exemple, on allait jusqu'à la description du mur maçonné si on allait à la brique. Après, si on va aller plus loin, c'est le type d'appareillage, des choses de ce style-là. D'accord. Et donc, le niveau 300, c'est un niveau, entre guillemets, intermédiaire. On peut aller jusqu'à un niveau combien sur le niveau de détail le plus important pour avoir un peu de repère? D'après la norme, c'est l'autre 500. Bâtiment modélisé tel que construit, c'est le 500. D'accord, très bien. Alors, on revient sur une question d'ordre plutôt financière. On a déjà abordé un peu la question. Est-ce qu'en pourcentage du budget études, que représente approximativement le surcoût lié au travail en BIM? En plus, il n'avait pas été anticipé dès le départ. Est-ce que vous avez pu l'estimer, ce surcoût? Là, je suis désolé, je peux pas répondre là sur ces. C'est vrai qu'au niveau de l'innovation, pareil, l'équipe du développement est en charge de toutes ces négociations. Donc je pourrais poster un peu plus tard, mais là, à l'instant où je vous parle, je n'ai pas le retour. En tout cas, on a compris que ça n'avait pas eu d'impact fort sur la notion de productivité, de délai et de bonne réalisation de l'opération dans les conditions prévues initialement. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, sur une phase expérimentale, entre guillemets, c'est déjà une première satisfaction. Oui, en effet, ce niveau d'information sur le surcoût, on pourrait aussi considérer comme un investissement long terme par rapport aux enjeux d'exploitation-maintenance.
Ça alimentera peut-être aussi votre réflexion sur la notion de coût global. Alors oui, alors Emmanuel Di Giacomo d'Autodesk nous a apporté une précision par rapport à une question abordée tout à l'heure. L'IFC est bien un format d'échange et pas un format de travail, hein, comme nous le disait tout à l'heure Philippe. Je prends d'autres questions. Quel est l'intérêt pour faire un projet de réhabilitation en BIM? Rappelez-nous globalement et rapidement, Émeric, l'intérêt pour vous de réhabiliter en BIM. L'intérêt de Pour vous et réhabiliter peut-être aussi pour les intervenants. Oui, l'intérêt en BIM, mais au niveau de l'exploitation, gestion, maintenance, c'est que vous avez beaucoup d'intervenants qui vont dans nos logements auprès de nos locataires. Et l'avantage d'avoir un projet BIM, donc nous avons des métiers beaucoup plus précis qu'un simple bordereau de prix de travail pour intervenir chez notre locataire. Par exemple, pour remplacer un sol souple ou effectuer de la peinture sur des revêtements, remplacer des revêtements muraux. À l'aide du BIM, vous avez précisément le nombre de mètres carrés au sol, sur les murs. Également, on peut aller plus loin maintenant, dorénavant que les produits sont de plus en plus connectés. Le BIM va nous permettre également de pouvoir communiquer avec tous ces produits connectés et donc de pouvoir anticiper, comme je le disais tout à l'heure, des interventions prédictives au niveau de nos équipements en place. Oui, faire du prédictif. Alors concrètement, je me mets dans la peau d'un plombier ou alors je vais intervenir sur la structure ou peut-être même en seconde œuvre. Est-ce que demain, vous envisagez, comment ça va se passer? Est-ce que moi, par exemple, en tant que plombier ou en tant que maçon ou autre, est-ce que j'aurai accès à cette maquette et je pourrai consulter l'élément dans cette maquette qui concerne l'intervention qu'on me demande ou est-ce que ça va m'être envoyé spécifiquement en élément du cahier des charges? Alors après, au niveau de l'exploitation, comme on l'a évoqué au long de notre exposé, vous avez accès à des viewers. Si l'entreprise de seconde œuvre n'est pas équipée, vous avez un viewer, une plateforme également d'échange. On a évoqué la plateforme Croquis. Vous allez pouvoir vous connecter, dans l'immédiat, à l'heure actuelle, elle est encore gratuite, mais vous allez pouvoir visualiser votre maquette et donc pour pouvoir identifier précisément au sein de notre patrimoine ce que l'intervenant aura à remplacer ou à réparer. D'accord, merci. Alors, on a eu la précision assez développée dans le chat de la première question liée à l'ADEME tout à l'heure. Donc, c'est Alexandre qui nous dit effectivement, je vous communique une explication de l'approche environnementale et urbaine. Donc, voilà, donc l'AEU, c'était l'approche environnementale et urbaine. C'est un outil technique d'aide à la décision pour permettre d'identifier et d'évaluer les différents impacts environnementaux de leur projet de planification urbaine et d'aménagement, ainsi que les mesures et les actions à mettre en œuvre pour mieux maîtriser ces impacts de la conception jusqu'à la réalisation des projets. Donc globalement, cette approche, cette visibilité, ce pilotage à l'échelle, comment dire, d'une vision plutôt de la planification urbaine, c'est des choses, et de l'aménagement, ce sont des choses que vous n'avez pas encore intégrées, qui pourraient vous intéresser pour la suite? Oui, bien sûr. Oui. Oui, nous concernant, oui, bien évidemment, oui. D'accord. OK. Et est-ce que pour creuser un petit peu sur ce point-là, je m'adresse à la fois à Françoise Coteau et à Philippe Jacquelin, les enjeux et l'intérêt du BIM justement pour piloter aussi un projet sous l'angle environnemental, avez-vous déjà eu des retours d'expérience ou des projets, peut-être pas Françoise Coteau comme c'était la première opération, mais quels enjeux et quelles valeurs ajoutées, quels usages on peut envisager du BIM justement pour l'approche environnementale, maîtrise environnementale en phase d'exécution, puis aussi peut-être en exploitation-maintenance? Philippe. Nous, ce que je peux dire, c'est que nous, aujourd'hui, on travaille en BIM, on travaille en SIM. C'est-à-dire qu'on a intégré maintenant la notion de City Information Modeling, où on travaille non pas... on modélise le bâtiment, on modélise l'environnement, on modélise les routes, le VRD, les arbres, et on essaie justement d'utiliser cette notion de modélisation à l'échelle urbaine. Et on teste, hein, on est vraiment sur quelque chose d'émergent. On vient de démarrer ces études-là, ce qui nous permet après de faire des projets de construction dans un environnement et de voir quels pourraient être les impacts
en termes de flux, en termes de Transport, circulation d'air, de transport, donc d'impact et d'impact environnementaux. Et voilà. Et on teste aussi les bilans carbone associés aux maquettes. On n'a pas encore trouvé les bons systèmes. Mais voilà, si c'est un premier élément de réponse. Mais aujourd'hui, effectivement, l'outil numérique n'est pas pour l'instant très développé sur les aspects environnementaux à l'échelle urbaine. Donc, pour résumer, le CIM, il s'agit du BIM, non pas appliqué uniquement à un bâtiment, mais plutôt à une infrastructure, c'est ça, pour avoir une vision globale? À un quartier, voire voire même à des territoires beaucoup plus étendus, quoi. Très bien, très bien. Bah, écoutez, on est arrivé au bout des questions-réponses. Ce que je vous propose, et je vous remercie beaucoup pour votre participation, et en fait, vous avez été très complémentaires, c'est parfait. On a bien senti du coup que la collaboration a bien fonctionné, c'est un premier signe, et ça a été très facile à préparer avec vous, donc merci encore. Je vais à nouveau partager mon écran. Alors, je vous remercie tout de suite parce que je vais aborder la phase conclusion. Donc, merci beaucoup Philippe Jacquelin, merci Françoise Coteau, et merci Émeric Bugnaud pour ce témoignage. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Merci Arnaud, merci beaucoup. Alors, merci. Alors, restez avec nous puisque je vais faire quelques annonces pour la suite du Rex BIM Tour. Alors, Julien Mercier n'a pas pu rester avec nous jusqu'à la conclusion, mais simplement pour vous dire que le Rex BIM Tour continue. Nous avons un nouveau retour d'expérience à partager le 9 juillet sur également une opération menée en BIM. Vous avez le 24 septembre, là, le Rex BIM Tour qui reprend la route, entre guillemets. Les conditions seront normalement réunies pour qu'on puisse à nouveau faire des retours d'expérience et des tables rondes en présentiel. Donc, nous nous rendrons le 24 septembre à Montpellier. Nous nous rendrons le 13 octobre à Nantes. Nous serons le 24 novembre à Bordeaux. Et le 8 décembre, j'en parlais tout à l'heure, à Rouen, où là, nous aborderons notamment l'angle qui a été pas mal questionné dans le chat, l'angle du coût global. Toutes ces informations, ainsi que tous les contenus et témoignages de tous les REX qui ont eu lieu depuis 2018. Ça fait près d'une vingtaine d'étapes maintenant aujourd'hui. Tous ces contenus, des témoignages en vidéo, des restitutions sont partagés sur le site www.rexbimtour.fr. Vous y retrouverez également le programme 2020, les prochaines dates, et vous pourrez vous y inscrire évidemment gratuitement. C'est gratuit et ouvert à tous les acteurs de la filière, y compris les étapes présentielles. Et enfin, vous pourrez télécharger et trouver sur ce site ce que Sinov appelle le Rex du Rex. C'est une synthèse, une sorte de manifeste de toutes les étapes qui ont été organisées en 2019 et de tous les enseignements qui en sont ressortis, avec des retours sur les Rex, des témoignages et pas mal d'explications pédagogiques et de visualisation des projets. Voilà, je vous remercie encore. Donc, rendez-vous sur le site rexbimtour.fr. Merci encore à Philippe Jacquelin, Émeric Bugnaud et Françoise Coteau pour leur témoignage. Et à très bientôt. Merci beaucoup.